Bonjour et bienvenue pour ce cours consacré aux composés carboxylés, également appelés les dérivés d'acide carboxylique. Les composés carboxylés, qui sont-ils? Alors, on a déjà le plus classique, l'acide carboxylique. On a également l'ester, on a remplacé donc un atome d'hydrogène par une chaîne carbonée. L'amide, on a remplacé cette fois-ci donc la partie oxygénée avec une partie azotée, un atome d'azote à la place d'un atome d'oxygène. On peut avoir des hydrogènes ou on peut avoir des chaînes carbonées, peu importe. Les halogénures d'acyle, avec l'exemple ici du chlorure d'acyle, les anhydrides d'acide, ou enfin les nitriles. Alors ces composés sont un petit peu particuliers vu qu'on n'a pas de double liaison carbone-oxygène, mais il est possible d'obtenir des acides carboxyliques par hydrolyse de ce composé, donc on les classe généralement parmi les composés carboxylés. Ce qui est important à remarquer, c'est que le carbone est toujours au degré d'oxydation, au nombre d'oxydation plus 3, le carbone ici, dans la fonction. Donc, dans le composé carboxylé, le carbone est toujours un nombre d'oxydation plus 3. Ici, on a comme si on avait 3 atomes d'oxygène qui récupéraient des électrons. Ici, deux atomes d'oxygène et un atome de chlore. Ou ici, un atome d'azote qui récupère donc 3 électrons. Alors, vous allez me poser la question, les composés carboxylés, ou dérivés d'acide, sont-ils présents dans la nature? Sont-ils couramment utilisés? La réponse, comme vous l'attendez tous, est bien sûr. On peut parler par exemple des composés psychotropes stimulants qui agissent sur le système nerveux, comme par exemple la caféine, dans le café, ou l'héroïne, dont je ne préciserai pas l'utilisation. Ces composés font partie de la famille des alcaloïdes, qui sont des molécules majoritairement d'origine végétale avec des cycles azotés. Petite anecdote, les chlorures d'acyle ont des propriétés lacrymogènes puissantes, c'est pourquoi ils sont toujours à manipuler SWOT au laboratoire. Au contact de l'eau, à la surface de l'œil, ceux-ci se transforment en acide chlorhydrique et en acide carboxylique irritant. C'est pourquoi on pleure. Mais dans les bombes lacrymogènes actuelles, on leur préfère le 2-chlorobenzylidène malonitrile. Lui aussi, il possède deux fonctions nitriles qui s'hydrolysent en acide carboxylique au contact des yeux. Et une fois encore, on pleure. Alors d'un point de vue réactivité, on a toujours une forte nucléophilie de par l'atome d'oxygène, tout comme dans les composés carbonylés, aldéhyde et cétone. L'oxygène ayant donc une charge partielle delta moins et deux doublés non liants, il va agir en tant que nucléophile. Et le carbone, lui, va être un bon électrophile, puisque comme pour les dérivés carbonylés, il a une double liaison carbone-oxygène qui a tendance à attirer les électrons vers l'oxygène ici, le carbone est en déficit d'électrons. Mais le caractère électrophile est souvent plus marqué, enfin, ça dépendra des composés carboxylés, car ici on a donc un atome qui va avoir certaines propriétés, donc éventuellement de la mésomérie possible, mais en tout cas à chaque fois des effets inductifs, car l'atome X considéré, donc que ce soit oxygène, azote ou halogène, ce composé X va être plus électronégatif que le carbone et donc va avoir tendance à attirer également vers lui des électrons. Donc l'électrophilie des composés carboxylés n'est pas la même en fonction des différents composés, parce qu'ici on a un oxygène, ici on a un azote, ici on a un chlore, et donc on va avoir des effets inductifs et ou mésomères qui vont être différents. Ce qu'il faut retenir comme réactivité, c'est que les chlorures d'acide et les anhydrides d'acide vont être des meilleurs électrophiles. Le carbone ici est un meilleur électrophile que par exemple les acides carboxyliques ou que les esters, et qui eux-mêmes vont être encore des meilleurs, où le carbone va être encore un meilleur électrophile que le carbone présent dans une fonction amide. Les réactions classiques que l'on va voir pour les composés carboxylés vont être des réactions d'addition nucléophile suivies d'élimination. Le mécanisme général du coup de ces additions nucléophiles suivies d'élimination, c'est un mécanisme analogue à l'addition d'un organomagnésiien sur un chlorure d'acyle. Un mécanisme en deux étapes. Désolé, j'ai pas eu le courage de encore tout taper à l'ordinateur pour les réactions chimiques. Un nucléophile qui va donc attaquer le carbone dont on vient de parler, un carbone électrophile. Le carbone ne pouvant pas avoir 5 liaisons, qu'est-ce qui va se passer? La liaison carbone-oxygène double ici va se rompre pour former une liaison simple et l'oxygène va récupérer son doublé. C'est une étape qu'on appelle d'addition nucléophile puisqu'un nucléophile vient s'additionner sur un carbone. On obtient donc 7 molécules. Une fois qu'on a cette molécule, Z étant généralement un bon groupe partant, l'oxygène va reformer sa double liaison en éliminant donc Z, donc ici qui va former Z-.
en reformant donc la double liaison carbone-oxygène. Donc si le nucléophile était une chaîne carbonée, on obtiendrait une cétone par exemple. 2 étapes, addition nucléophile, élimination. On additionne un nucléophile et on élimine du coup le groupe Z du dérivé carboxylé. Première réaction classique, la réaction d'estérification. Cette réaction peut avoir lieu à partir de plusieurs substrats différents. Le substrat le plus couramment rencontré, le cas d'école, c'est l'acide carboxylique. Le bilan est le suivant. On part d'un acide carboxylique, on lui met un alcool en milieu acide. On va obtenir un ester, d'où le nom d'estérification, et une molécule d'eau. Réaction équilibrée, double flèche, elle peut aller dans les deux sens. Le mécanisme maintenant. On part donc d'un acide carboxylique. En présence d'un catalyseur acide, on va obtenir donc ce composé. L'oxygène, ici, on a dit tout à l'heure, il est nucléophile, il va pouvoir venir récupérer donc un électrophile. Il le récupère ici. L'oxygène portant une charge plus, on peut écrire des formes mésomères où cette fois-ci le carbone porte une charge plus. On voit bien qu'ici on a exalté l'électrophilie du carbone. Ici le carbone est certes électrophile, mais ici il l'est encore plus puisqu'il a une lacune électronique et une charge plus. L'alcool que l'on a mis dans le milieu réactionnel va donc pouvoir réagir en tant que nucléophile par les doublés non liants de l'atome d'oxygène, très nucléophile. On a donc une addition nucléophile d'un nucléophile sur un électrophile pour obtenir cette molécule. Maintenant, on a encore une réaction dite de prototropie, échange de protons au sein de la même molécule, c'est-à-dire que l'oxygène qui porte l'hydrogène à l'intérieur de cette molécule de départ, ici, va récupérer l'hydrogène qui était porté par l'alcool qui vient de s'additionner. On a donc une prototropie, échange d'électrons, c'est plus le même atome d'oxygène qui porte une charge plus. Bien sûr, encore réaction équilibrée, on peut bien avoir la réaction dans l'autre sens. Une fois qu'on a réalisé cette prototropie, ici on a donc un très bon groupe partant puisqu'il s'agit de la molécule d'eau. Et un bon groupe partant, ça fait quoi? Ça part, une élimination de molécules d'eau. On obtient donc ici un carbone avec une charge plus. On peut écrire des formes mésomères où c'est l'atome d'oxygène qui a une forme plus, une charge plus. Et lorsqu'on récupère donc un proton, qu'on régénère le catalyseur, on a bien formé ici un ester. Donc comme interprétation, la réaction est bien équilibrée, un double flèche partout. Ici, on a des échanges de protons qui peuvent avoir dans un sens ou dans l'autre. Ici, l'addition nucléophile peut avoir lieu, tout comme l'élimination, donc dans un sens ou dans l'autre. Le rendement maximal est de 66% avec un alcool primaire, l'alcool qui intervient ici, 60% avec un alcool secondaire, et ne marche quasiment pas avec un alcool tertiaire. Pour augmenter le rendement, c'est comme pour le mécanisme d'acétalisation, on peut utiliser l'appareil de Dean-Stark pour éliminer l'eau présente dans le milieu et dans ce cas diminuer le quotient réactionnel et déplacer la réaction toujours vers la droite, que la réaction ait toujours lieu dans le sens direct. La réaction est athermique, c'est-à-dire ni endothermique ni exothermique. Donc chauffer ne changera pas la constante de réaction K0. Vous savez que pour une réaction endothermique, si vous augmentez la température, la réaction va avoir lieu. La constante K0 va augmenter. Pour une réaction exothermique, c'est l'inverse. Il va falloir diminuer la température pour augmenter la constante K0. Par contre, pour une réaction athermique, si vous changez la température, vous ne modifierez pas K0. On pourra travailler sur la cinétique de réaction, c'est-à-dire que si vous chauffez, ça ira plus vite, mais le rendement final sera le même. La réaction est lente, d'où la nécessité d'une catalyse. Généralement, on met soit de l'acide sulfurique, soit de la PCS. Bon, là aussi, encore, on a déjà parlé pendant l'acétalisation. Maintenant, l'estérification peut avoir lieu également à partir de chlorure d'acyle. Alors, premier petit point, synthèse des chlorures d'acyle. Les sous-chlorures d'acyle sont synthétisés à partir d'acides carboxyliques eux-mêmes avec des agents chlorants, par exemple SOCl2, PCl3 ou PCl5. Le mécanisme n'est pas à connaître, mais en tout cas, il faut savoir que si vous avez un acide carboxylique en présence d'un agent chlorant comme ces composés, on va obtenir donc un chlorure d'acyle. Le bilan pour l'estérification maintenant à partir de chlorure d'acyle. Je vous en ai mis deux, c'est quasiment la même chose. Le bilan est exactement le même que pour l'acide carboxylique. Un chlorure d'acyle à qui on met un alcool, on obtient un ester et une petite molécule. La molécule, c'est l'hydrogène qui est présent là avec ce qui était présent ici. Donc ce n'est plus une molécule d'eau, mais c'est de l'acide chlorhydrique. Vu que de l'acide chlorhydrique va se dégager dans le milieu, qui peut passer à l'état gazeux et donc venir chatouiller les narines du chimiste qui est en train de travailler, l'idéal est de travailler avec une base, souvent une base azotée comme la pyridine qui est présente ici, qui va pendant le mécanisme récupérer cet atome d'hydrogène pour former l'ion pyridinium et ainsi empêcher le dégagement de gaz HCl. Donc les deux sont possibles, généralement on fait le deuxième pour éviter qu'il y ait un gaz toxique qui se dégage.
Le mécanisme est le suivant. Toujours la même chose, 2 étapes, addition nucléophile, élimination. Par contre ici, vous voyez, pas besoin d'H+. On a une attaque directe du nucléophile sur le carbone électrophile. Parce qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction qu'un chlorure d'acyle, c'est plus électrophile qu'un acide carboxylique. Donc pas besoin de première étape où l'on va augmenter l'électrophilie du chlorure d'acyle, il est déjà assez électrophile. Le nucléophile attaque directement, encore une fois le carbone ne peut pas faire 5 liaisons, la double liaison carbone-oxygène on forme une charge moins sur l'atome d'oxygène. Première étape d'addition nucléophile puisqu'on a additionné un nucléophile. Deuxième étape, l'élimination, la double liaison carbone-oxygène se reforme et l'ion chlorure va pouvoir être dégagé dans le milieu. Voilà, soit du coup maintenant on s'arrête là et H+ va partir éventuellement avec Cl-, soit donc on met une base dans le milieu, la base, la pyridine va pouvoir venir récupérer l'atome d'hydrogène qui est ici, on forme bien l'ester final avec l'ion pyridinium et l'ion chlorure. L'interprétation, la réaction cette fois-ci est totale, rendement a priori, en tout cas en théorie, de 100%. Pas besoin de catalyseur acide, on met pas de H+, parce que le chlorure d'acyle est suffisamment électrophile. Il est plus électrophile que l'acide carboxylique de départ. Et voilà, là dont j'ai déjà parlé, ajout éventuellement de pyridine. C'est le cas classique pyridine, on pourrait mettre une autre base, souvent des bases azotées. Là, ajout éventuel de pyridine pour éviter que HCl se dégage dans l'atmosphère. Autre et dernière possibilité que l'on va voir, estérification à partir d'anhydride d'acide. La synthèse des anhydrides d'acide dans un premier temps, eh bien on met encore une fois des acides carboxyliques, sauf que cette fois-ci on met un agent desséchant et on va chauffer. L'agent desséchant va récupérer une molécule d'eau et avec 2 acides carboxyliques on forme un anhydride d'acide. L'agent desséchant le plus couramment rencontré est le pentoxyde de phosphore P4O10. Alors le bilan pour l'estérification à partir d'anhydride d'acide, c'est encore une fois la même chose, on part d'un anhydride d'acide, on met un alcool, on obtient un ester et une petite molécule qui s'est dégagée. Encore une fois, on prend l'hydrogène qui est là avec le bout de cette molécule ici et on obtient en fait un acide carboxylique lors de l'estérification à partir d'anhydride d'acide. Le mécanisme, encore une fois la même chose, on aura 2 étapes, une addition nucléophile et une élimination, c'est comme pour un chlorure d'acyle. On a donc un anhydride d'acide qui est très électrophile, pas besoin de catalyseur, pas besoin d'H+, le nucléophile attaque directement le carbone électrophile, la double liaison carbone-oxygène se rompt, on forme une liaison simple carbone-oxygène et une charge moins sur l'atome d'oxygène. La deuxième étape est une étape d'élimination, on reforme la double liaison carbone-oxygène et la partie de droite s'en va, on forme donc un carboxylate. Et enfin ici, on n'a pas besoin de mettre de pyridine parce qu'on a déjà relâché une base dans le milieu. L'ion carboxylate, base conjuguée d'un acide carboxylique qui, elle, va pouvoir venir récupérer donc l'hydrogène présent ici et former donc l'ester et l'acide carboxylique. En interprétation, donc la réaction est totale, tout comme avec un chlorure d'acide, donc meilleur rendement, a priori de 100%. Pas besoin de catalyseur. Pas de catalyseur. L'anhydride d'acide, tout comme un chlorure d'acide, est suffisamment électrophile pour subir une action directe du nucléophile sur le carbone présent ici. Ici, on n'a pas besoin de mettre de base puisque la base, elle est déjà présente dans le milieu, qui, elle, va pouvoir venir récupérer l'atome d'hydrogène. Alors maintenant, dernière partie, dans la partie estérification, l'hydrolyse d'ester, c'est-à-dire c'est la réaction plus ou moins inverse. L'hydrolyse d'ester, c'est lorsque l'on a un ester et qu'on veut revenir à l'acide carboxylique. 2 possibilités, soit une hydrolyse acide, mais il suffit de suivre les flèches dans l'autre sens pour le mécanisme d'estérification. On avait vu tout à l'heure que toutes les réactions étaient équilibrées, que lorsque l'on partait dans un sens avec H+ et un alcool, on obtenait donc l'ester, mais si maintenant on part de l'ester, qu'on rajoute de l'eau, eh bien on peut revenir donc à l'acide carboxylique de départ. C'est ce qu'on appelle une hydrolyse, vu qu'on met de l'eau, hydrolyse, pour eau et lyse pour couper, qui va couper donc la liaison ici, et donc on va reformer l'acide carboxylique de départ. Mais on peut également voir une hydrolyse basique. C'est ce que l'on appelle une saponification et c'est la méthode classique pour faire des savons. Cette fois-ci, la réaction est totale. L'hydrolyse acide, c'est comme la synthèse d'ester à partir d'acide carboxylique, c'est une réaction qui n'est pas totale. Par contre, l'hydrolyse basique, appelée saponification, est une réaction qui, elle, est totale. Alors, le bilan de cette saponification. Le bilan est le suivant. On part d'un ester, on met une base, classiquement l'hydroxyde, l'ion hydroxyde, et on obtient donc un ion carboxylate et un alcool. Éventuellement, l'ion carboxylate, en se refaisant protoner ensuite, va pouvoir donc devenir un acide carboxylique.
Alors le mécanisme de la saponification est le suivant. Première étape, on a un ester et on met une base qui est également un bon nucléophile. Le nucléophile va pouvoir s'additionner sur le carbone électrophile. Première étape d'addition nucléophile. La double liaison carbone-oxygène se transforme en simple liaison carbone-oxygène, l'oxygène ayant récupéré un doublé non liant et une charge moins. La deuxième étape est une étape d'élimination. On reforme la double liaison carbone-oxygène et on élimine cette fois-ci donc pas le OH que l'on vient de rajouter, mais le OR' qui était présent initialement dans la fonction ester. On obtient donc un alcoolate avec un acide carboxylique. Par contre, le pK de l'acide carboxylique étant de 4, l'alcoolate plutôt de 16-18, on a une réaction acide-base totale qui va donc générer un alcool et un ion carboxylate. Réaction donc inverse de l'estérification. Le bilan est toujours le même, une addition nucléophile, une élimination. Alors, autre grand type de réaction, à part l'estérification, donc la formation d'ester, l'amidification et la formation d'amide. Alors, on pourra parler d'amide classique pour une amide comme ceci, où l'atome d'azote va avoir deux atomes d'hydrogène comme voisins. On parlera d'amide N substitué si on a mis un substituant à la place d'un atome d'hydrogène sur l'azote, et une amide NN10 substituée si on a mis deux substituants, deux chaînes carbonées sur l'atome d'azote. Quoi qu'il en soit, ce sont toujours ici des amines primaires. Alors l'amidification, si on regarde à partir d'acide carboxylique, le bilan, on met donc, tout comme l'estérification, un acide carboxylique, sauf qu'au lieu de mettre un alcool, on met une amine. Le problème, c'est que si on fait ça, on obtient ceci. Un acide, les amines sont réputées pour être des bonnes petites bases. Une réaction acide-base a lieu, on forme un carboxylate et un ion ammonium. Le problème, donc, c'est que la réaction acide-base prédomine, on n'a pas de formation d'amide. Donc la synthèse d'amide à partir de cette méthode est très complexe, il faudrait chauffer très fort, et donc dans des cas particuliers, on peut forcer la formation d'amide. Mais en pratique, si vous mettez juste un acide carboxylique avec une amine, on a une réaction acide-base classique qui a lieu. Donc là, on a besoin de trouver un autre moyen, une autre synthèse, et donc là, les chlorures d'acyle vont encore se révéler de très bons substrats pour la formation d'amide. Le bilan est le suivant, on part d'un chlorure d'acyle avec une amine, donc exactement comme tout à l'heure, mais au lieu d'avoir un acide carboxylique, on prend un chlorure d'acyle. On met souvent une base pour empêcher qu'HCl se dégage, on forme donc ici un amide, avec l'ion ici, donc pyridinium, qui a récupéré le H+, pour éviter que HCl ne se dégage, tout comme dans la formation d'ester à partir de chlorure d'acyle. Le mécanisme est le suivant. Donc j'ai pris un exemple particulier ici, donc avec l'aniline. On a un chlorure d'acyle, un carbone qui est très électrophile. On a ici un atome d'azote qui lui est nucléophile. Première étape, comme toujours, une addition nucléophile d'un nucléophile sur un électrophile. On a donc la double liaison carbone-oxygène qui se rompt, l'oxygène récupère un doublé non liant et une charge moins. Deuxième étape, on reforme la double liaison carbone-oxygène en éliminant le petit Cl qui était ici pour former l'ion Cl-. Et maintenant, encore une fois, deux étapes, soit vous n'avez pas mis de base dans le milieu. Attention, si vous faites ça, il risque d'y avoir l'amine qui n'aurait pas réagi, qui va pouvoir venir récupérer le H, problème. Soit vous avez mis vous-même une base dans le milieu, et donc cette base-là va pouvoir venir récupérer cet atome d'hydrogène. On forme donc l'amide avec l'ion pyridinium. On a évité qu'HCl se produise, et on a évité aussi donc que l'amine de départ vienne, elle, réagir en tant que base sur ce composé. Ce qui diminuerait du coup forcément le rendement, et ce qui empêcherait cette amine de venir donc faire l'addition nucléophile, à moins que vous en ayez mis vraiment énormément dans le milieu. Autre possibilité, la modification à partir d'anhydride d'acide. Le bilan, comme tout à l'heure, on a un anhydride d'acide très électrophile, on met une amine, on met une base azotée, la pyridine joue très bien ce rôle, et on forme donc un amide avec ici l'ion pyridinium et l'ion carboxylate. Le mécanisme maintenant. Le mécanisme est le suivant, donc on a un anhydride d'acide, les carbones sont très électrophiles, on a ici donc une amine, un doublé non liant porté par un atome d'azote qui lui est très nucléophile, addition nucléophile, rupture de la double liaison carbone-oxygène, on forme une liaison simple, l'oxygène récupère un doublé non liant et une charge moins, et lorsqu'il va refaire sa double liaison carbone-oxygène, on va éliminer une partie de la molécule qui va être cette fois-ci l'ion carboxylate. Vu qu'on a mis une base dans le milieu, la pyridine va pouvoir venir récupérer le H qui est présent ici, donc on forme l'amide, une paire d'ions entre donc l'ion pyridinium et l'ion carboxylate. Encore une fois, si vous mettez pas la pyridine, vous risquez que l'amine que vous avez mis vous-même dans le milieu réagisse en tant que base sur cet atome d'hydrogène. Dernière partie, l'hydrolyse d'amide.
Alors, on peut soit faire une hydrolyse d'acide, qui est exactement le même que pour les esters. Vous mettez un peu d'eau en milieu acide, et on a l'hydrolyse, on revient à l'acide carboxylique. Soit vous pouvez faire une hydrolyse basique, qui est la même que pour les esters. Vous mettez donc H- cette fois-ci. Le bilan d'hydrolyse basique est le suivant. Vous mettez donc l'amide formé avec H-, vous obtenez donc l'ion carboxylate avec de l'ammoniac si vous partez de NH2 ici, ou un autre composé, une autre amine si vous aviez eu un groupement carboné sur l'atome d'azote. Le mécanisme pour cette hydrolyse basique est le suivant. Donc, H-, qui est une base et également un nucléophile, va attaquer donc le carbone électrophile de la fonction amide. Addition nucléophile, on casse la double liaison carbone-oxygène. Quand elle se reforme, on élimine cette fois-ci NH2. Attention, NH2, c'est une base d'ion amidure extrêmement forte, pK de au moins 35. Donc on va pas relâcher NH2 dans le milieu. Mais NH2 va pouvoir venir récupérer ici un atome d'hydrogène d'une molécule d'eau présente, puisque lorsque l'on met H-, c'est toujours en présence d'eau, va récupérer donc un hydrogène présent ici, et tout ça en une seule étape. NH2 ne se formera pas dans le milieu. On n'élimine donc pas NH2-, mais NH3 qui aura donc NH2 qui a récupéré un H, et H-, donc l'ion hydroxyde qui va être ici. Enfin, H-, lui, va pouvoir venir récupérer donc un hydrogène, puisque H- pK de 14 et ici donc acide carboxylique pK de 4. On a une réaction totale, constante d'équilibre de l'ordre de 10 puissance 10. On forme l'ion carboxylate, de l'eau et l'ammoniac ici. Encore une fois, après il suffit de mettre un milieu acide pour obtenir l'acide carboxylique. Et donc on a fait l'hydrolyse d'amide. On a cassé l'amide pour former un acide carboxylique avec de l'eau. Voilà, c'est tout pour ce cours sur les dérivés carboxylés. Un grand principe à retenir, des additions nucléophiles suivies d'élimination. Ensuite, on va pouvoir détailler, est-ce qu'on va plutôt partir d'un acide carboxylique, d'un chlorure d'acyle ou d'un anhydride d'acide, sachant que bien souvent, les chlorures d'acyle et les anhydrides d'acide vont donner des réactions qui vont être plus totales, qui ne vont pas nécessiter de catalyseur et donc qui vont être plus efficaces dans la synthèse d'esters ou d'amides. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donc à bientôt. Bon courage. Tiens, t'as l'air stressé, toi. Oh bah oui, hein, je suis en manque de dérivés carboxylés.